Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Cartier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fred. Alors, tu es un entrepreneur tout-terrain. Tu es même surnommé le bébel des affaires. À 14 ans, tu montes ta première entreprise et tu ne t'es jamais arrêté depuis. Tu as monté ou financé près de 40 sociétés. Les qualificatifs qu'on entend à ton propos sont les suivants: sidérant, hyperactif, honnête, intense, fidèle. Tes activités sont diverses, ou plutôt totalement éclectiques. Automobile, hôtellerie, restauration, technologie, dessin animé, investissement, biotechnologie. On parle de la galaxie Cartier. Et l'on dit que quand tu investis, tu t'investis. Cette galaxie s'articule autour des qualités marquées, de tes qualités marquées, l'art de la débrouille, premièrement. La conviction profonde que lorsqu'on veut, on peut. Un amour sincère de la France qui te pousse à réveiller notre beau patrimoine et à le mettre en valeur. Belle introduction. Et voilà, et c'est que le début. Alors, merci de venir aujourd'hui dans Les Pionniers. Tu sais que nous, on s'intéresse aux coulisses de ton parcours, à tes émotions, à tes apprentissages sur la route. Je suis curieux, on est tous curieux de comprendre ce qui se passe dans ta tête, ce que tu penses quand tu fais tout cela. On va essayer de comprendre ce qui te motive. Et on va se mettre donc dans la peau aujourd'hui de Jean-Philippe Cartier. On aura une exploration qui sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici en plateau. On commence par une exploration de ton parcours. Alors, tu es né en mai 1975. Gémeaux. À Paris, c'est cela, d'un père chirurgien et d'une mère infirmière anesthésiste. Dès ton enfance, on remarque deux choses chez toi: ton énergie débordante et ton sens des affaires déjà aiguisé. À 14 ans, tu t'intéresses aux jeux vidéo, mais pas comme tous tes copains, pas comme on le croit. Tu nous expliques ? Ah là, tu parles du fait que je vendais des jeux vidéo, oui. C'est ça. Tout le monde s'intéresse aux jeux vidéo à cet âge-là, mais toi, différemment. C'est un bon souvenir parce que j'étais pas passionné par les jeux vidéo, mais j'ai vite compris que c'était l'époque, on est à peu près de la même génération, des Nintendo, de Sega, Mega Drive. J'ai encore des souvenirs et c'était un peu les discussions des copains qui achetaient des jeux. Avec mon ami de l'époque, Michael Azoulay, on avait réussi à trouver un système pour importer des jeux du Japon. Il n'y avait qu'un problème, c'est qu'il n'y avait pas la doc en français, n'était qu'en japonais. Je me rappelle encore de ce problème. Il n'y avait pas l'internet, donc Google ne nous permettait pas de traduire de la manière la plus simple. Donc je te passerai les détails, mais on a réussi à vendre un certain nombre de jeux qu'on importait avec plus-value jusqu'à se faire exclure de l'école. Parce qu'un jour, le directeur a convoqué ma mère en disant: voilà, ce n'est pas encore un marché, c'est une école, votre fils est en 4e ou en 3e, je ne sais plus, donc il faut que ça s'arrête. Voilà, donc j'ai quand même après pris le pli et vite compris qu'il fallait que j'aille faire du commerce plutôt que je traîne trop sur les bancs du lycée où finalement j'ai plus envie de commercer. Et donc depuis cette première expérience, l'entrepreneuriat ne t'a plus jamais quitté, Rebecca? Vous avez donc arrêté l'école niveau bac. Vous vous êtes senti très rapidement entrepreneur alors que vous n'aviez aucun modèle d'entrepreneuriat autour de vous dans votre écosystème. Vous regardiez toutes les émissions d'économie, de business. Vous aviez une envie très forte de réussir et de créer votre propre histoire. Et vous avez monté votre premier cabis à 17 ans, puis 37 en tout, avec un intérêt très fort mais très large, de l'hôtellerie au digital en passant par la vente de voitures avec Autoréflex que vous avez monté en 98. Puis la bascule a eu lieu dans les années 2000 avec la création d'H8 Invest, qui comporte une quarantaine de sociétés, des hôtels, de la restauration, du fooding, du digital, et devenez donc un entrepreneur et un investisseur qui s'investit lui-même, avec toujours un même but: être utile. C'est précis. Je peux rien rajouter. Vous avez parfaitement raison. Vous connaissez ma vie presque mieux que moi-même. Mais... Alors, la nébuleuse Cartier est vaste. On va commencer par le début. La tech et les voitures avec Autoréflex en 2000. Comment t'es venue l'idée ? Très simple. Après les jeux vidéo, je suis passé à un plus gros modèle. Je commençais à vendre des voitures d'occasion. En me servant de la Polo de ma maman que j'ai vendue, je lui ai dit: t'inquiète pas maman, t'en auras une plus belle dans 15 jours. Et tu l'avais prévenu quand même, oui. Je l'ai gentiment prévenu, mais j'ai une maman que je salue, qui est formidable, et donc accepté d'entendre toutes mes envies, même un peu saugrenues. Et donc je vendis une voiture en essayant de gagner une petite plus-value. Et puis j'en ai revendu une deuxième, puis une troisième, puis une cinquième. À l'époque, pour faire ça, il fallait la Centrale des particuliers, pour ceux qui se souviennent, qui était un journal où il fallait plusieurs semaines pour diffuser des annonces. C'était le tout début du digital, c'est pas à toi que je vais t'apprendre ça, pionnier absolu. Et au final, j'ai dit: tiens, à un moment donné, il y a de la place pour un média digital qui permettrait de mettre une photo, une annonce en ligne en 3 secondes. Alors à l'époque, pardon, mais j'essaie de faire court, mais le modem,
impossible de charger une photo ou Ouais, une le image truc en... qui faisait Bah voilà, ouais, 48 on ans, s'en donc souvient. on se souvient bien, c'était, oui, 92, dans ces années-là, oui, je crois. Et à partir de ce moment-là, on monte autoreflex.com avec pas grand-chose, un PEL ou un livret A, je sais plus quoi. Et au final, on part du principe qu'on doit digitaliser un peu ce métier de la petite annonce. Et on développe une entreprise que je revends finalement 8-9 ans après au groupe Axel Springer et Mondadori. Et au Belle départ, aventure. l'idée t'était venue en allant aux US, je crois. Alors l'idée m'était venue, il y avait absolument, j'étais en voyage, j'avais rejoint un copain vers 18 ans qui lui était étudiant, bon bref, et pendant ce moment-là, c'était encore une fois les balbutiements d'Internet, et Autobytel, qui était un peu l'équivalent aux États-Unis, qui n'existe plus aujourd'hui, m'a donné cette idée, et je dis il faut absolument monter un média digital qui permet un média d'annonce qui permet de diffuser, donc après une galaxie d'aventures également pour monter cette entreprise. Et puis 7000 clients plus tard, l'arrivée de la DSL a changé nos vies, puisque les gens qui gentiment me trouvaient un gentil vendeur, ont commencé à trouver que c'était utile. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire vendre des voitures, donc ça a commencé à fonctionner. Et alors, tu fais déjà Sans la lever de couverture fonds, des... lourdement, Ah sans oui. lever de fonds. Ouais, tu as tout fait en bootstrap, comme Ouais. on dit. Alors, tu fais très vite, en fait, déjà la couverture du magazine Entreprendre, hein, quand tu as 22 ans. Ouais. On a même retrouvé la photo. Donc, on voit très clairement que tu avais décidé... C'est pas moi, c'est Messier. Non, ça, c'est Messier, mais juste en dessous de Messier, il y a donc le dossier spécial Ouais. création d'entreprise avec Je lisais un peu large à l'époque. Ah ben c'était la mode, hein. C'était la mode de l'époque. Ouais. Et en parallèle d'Autoreflex, tu fais l'acquisition en 2004 de l'Arc Paris, une boîte de nuit, alors que tu n'y connais rien dans les boîtes de nuit, dans ce monde-là en tout cas à l'époque. En 2008, tu te lances dans l'investissement avec ton fonds H8 Invest, via lequel tu vas racheter et sauver un gantier, un maroquinier, construire des restaurants, dont Coco à l'Opéra Garnier, participer au lancement d'une radio, bref, tu es partout. Tu réussis quasiment tous les projets dans lesquels tu te lances, au point qu'on te surnomme donc le bébel des affaires, c'est pas rien. Tes amis parlent même de la méthode Cartier. Alors comment ça marche? C'est quoi la formule magique de la méthode Cartier? Oh, tout ça est un peu évidemment exagéré, mais au final, oui, je dis toujours, on en avait parlé ensemble, mais je crois beaucoup au bon sens. Donc je fais des métiers que je comprends, que je maîtrise, et j'applique des méthodes assez simples qui consistent à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de s'entourer de gens... La phrase commune est toujours de dire les meilleurs. Je suis pas certain, les plus volontaires en tout cas. Parfois il y a des moins bons, mais beaucoup plus volontaires, et des très bons paresseux. En tous les cas, ça doit exister. Donc Oui, il y a une j'essaie de formule mettre dans des... anglaise qui dit will beat skills, c'est-à-dire la volonté est plus forte que les Voilà. compétences. Donc moi j'ai beaucoup de volonté, je pense que j'ai pas beaucoup de compétences, mais j'ai une volonté qui fait que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup impliqué de mon temps et de mon énergie, et donc à partir de ce moment-là, mon papa est chirurgien, je n'ai aucunement la compétence de comprendre ce type de métier ou d'être pilote d'avion. Par contre, sur des métiers qui touchent à du commerce, à du marketing, à du bon sens, je pense qu'on est tous capables de faire beaucoup de choses, et donc j'encourage d'ailleurs tous ceux qui ont des doutes, s'ils ont une volonté de faire, à y aller, parce que c'est totalement possible. J'en suis un bon exemple. Mais alors toi, tu investis. Quand tu investis, tu t'investis. Ouais. On dit, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je suis ou majoritaire, donc dans ce cas-là, je pilote, ou j'accompagne. Et quand j'accompagne, je n'accompagne pas en passager clandestin. J'accompagne en passager au premier rang de la voiture. Voilà. Et si je me sens pas utile, j'ai pas de raison d'investir. Sinon, je joue en bourse ou je fais autre chose. Donc j'investis. Si demain j'investis à tes côtés, j'essaierai de t'aider. Et juste après, une fois que tu investis, tu te dis, bon, il y a des choses qu'il faut améliorer. En général, qu'est-ce que tu remarques qu'il faut améliorer quand tu arrives dans une situation, quand tu rachètes justement une société, par exemple? Écoute, moi, j'essaye à chaque fois de faire bousculer l'approche marketing et l'image du produit ou du projet. Je considère qu'il y a beaucoup de projets ou de produits qui sont finalement assez excellents, mais qui ne sont pas assez mis en valeur. Donc moi, j'ai une approche assez profonde du marketing, et ce qu'on a fait avec H8 Collection dans l'hôtellerie, comment rendre des belles endormies un peu plus branchées, et comment les faire passer de 30% de taux d'occupation à 70% dans l'hôtellerie, comment le faire dans le spectacle, comment le faire à la radio. C'est un peu les mêmes martingales. C'est beaucoup de marketing, du bon sens, et essayer de trouver les ingrédients qui font qu'on rend quelque chose qui peut être super agréable, mais pas assez sexy. Donc on rend les choses sexy. Du marketing et de l'optimisation, enfin de l'efficacité. Dans le marketing, c'est donc à la fois visuel, c'est des slogans que tu changes, c'est visuel, des logos que tu recrées. Il y en a, c'est pas du génie, Autoreflex auto sur le net. Bon, vous voyez. Oui, mais enfin, moi, c'est clair. Le nom est clair. C'est clair. Il y en a qui font des trucs compliqués. Nous, on va straight to the point. T'as même pas besoin de tagline sous Autoreflex. On a tout de suite compris. On l'a déjà dans les. Voilà, exactement. Donc non, c'est vraiment le fait de mettre de l'énergie pour savoir. Déjà,
déjà qu'on investit dans quelque chose, on y croit. Alors il y en a, je prends des exemples comme French Bastard, qui font de la boulangerie aujourd'hui. Ils sont tellement bons en marketing, en image. Là, on suit des produits tendance que j'adore et en plus qui ont la qualité et l'image. Puis il y en a qui ont parfois la qualité mais pas l'image dans certains secteurs, et d'autres qui ont l'image mais pas la qualité. Il faut la faire évoluer. Voilà, c'est un investissement de bon sens. Encore une fois, vraiment. Monter un petit peu tous les paramètres, tous les paramètres pour qu'on trouve la bonne jauge. Bon, alors on a fait un petit tour de tes activités. On va maintenant passer à tes passions. Une de tes passions aujourd'hui, c'est de réveiller justement les belles endormies. Ça a commencé par le mât de la Fouque, qui était à vendre. Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans ce projet? Alors c'est drôle parce que le mât de la Fouque, j'y allais avec le père de ma première fiancée. Donc en Camargue. Hein. En Camargue, j'y allais, j'avais 22-23 ans, j'étais émerveillé. Ah bah voilà, génial. Ah bah ça me fait bizarre de voir les photos. Ouais, j'étais émerveillé par cet endroit qui était pour moi un endroit de luxe magique en plein cœur de la Camargue, et j'ai eu l'extrême privilège de le racheter en 2013, quand j'ai pu le faire, et en me disant je vais faire une maison de vacances de copains avec l'avantage d'être un hôtel, donc on sera quand même servi, ils auront une remise, ils seront contents, mais pas les emmerdes de la maison secondaire. Voilà. Et donc j'ai plongé dans ce lieu magique qui s'appelle le Mât de la Fouque en Camargue, qui a été le premier projet hôtelier que j'ai monté, et je me suis un peu piqué au jeu de je suis un amoureux de la France, et c'est pas un slogan, c'est vraiment je suis pas parti vers l'étranger, je suis pas tout seul, heureusement, il en reste, des irréductibles gaulois, et avec l'idée d'investir. Et l'hôtellerie, ça a été un terrain de jeu où je me suis dit, il y a quand même des belles endormies magnifiques dans des régions de France à fort potentiel de tourisme. Et donc, à partir de ce moment-là, à part celui-là, on s'est mis à trouver un endroit magique au Hauts-de-Loire, dans les châteaux de la Loire, qui s'appelle les Hauts-de-Loire. Et après, c'est un 4 étoiles, on le passe en 5. Il a qu'un restaurant étoilé, on met un deuxième restaurant, on met un spa avec Clarins. Voilà, on fait toujours ce même travail, un peu malin, de réveiller la belle endormie. Oui, parce que justement, alors tu dis... Pour faire exploser aussi les chiffres, parce qu'on fait aussi des affaires. Donc l'idée, c'est que ça marche tout ça. C'est ça, parce c'est que pas que de se faire plaisir. avec l'idée de vouloir faire un hôtel de copains, mais enfin, tu te fais vite rattraper par on en fait tes 10, affaires. On en fait 10. Voilà, tu fais 10 hôtels de copains. Donc là, soit tu as beaucoup de copains, soit vous J'ai pas mal tout de le temps en copains vacances, et qui viennent souvent de chez moi et je les salue. Non, ouais. Il y a un peu de nouveaux copains aussi. Bon, parce qu'il y en a beaucoup. Des clients. Donc il y a donc le Mât de la Fouque, on l'a vu, mais il y a aussi l'hôtel Mont-Blanc à Chamonix. Plus bel hôtel de Chamonix, de Haute-Savoie pour moi. Il y a le Vieux Castillon en Provence. Ça, c'est le Flaubert, là, qu'on voit à l'antenne. Castelbossi, à Perros-Guirec. Devant la mer. L'hôtel Flaubert à Trouville. Alors, j'ai pas toute la liste, mais... Non, mais c'est déjà pas mal. Et le prochain, qui sera le plus beau, le Macordy, qu'on ouvre dans le sud de la France en juin 2024 avec mes amis Courtin-Clarins. Très bien. Alors, t'en as un préféré là dans cette... Non, faut jamais dire c'est toujours le dernier. Non, c'est comme les producteurs, les réalisateurs de films, c'est toujours le dernier leur meilleur. Écoute, si tu veux mon avis, non, j'aime beaucoup la montagne et j'ai un sentiment d'être au Savoyard alors que je ne le suis pas, donc j'aime énormément Chamonix. Voilà, parce que je m'y sens bien, c'est un endroit où je me sens bien été comme hiver, encore plus l'été, je crois. Voilà, donc comme j'aime la montagne, les gens aiment plus la mer. Moi, j'ai l'impression que j'aime plus la montagne. Pourtant, j'ai des jolis hôtels en bord de mer, mais je suis un homme de montagne, donc je te dirais Chamonix. Tu vois, je me mouille. Et alors, tu n'investis qu'en France, tu l'as dit. Tu es un amoureux de la France. Qu'est-ce qui te plaît tant en France? Je pourrais te retourner la question. Ah oui, non, mais là, c'est moi qui pose des questions. Non, bien sûr, mais c'est toutes les raisons. On en parlait tout à l'heure avec peu importe qui a déjeuné. Je disais en fait, pour aucune raison du monde, à part certaines qui viendront, qui pourraient me déplaire à terme, mais j'ai envie de quitter la France. J'aime ce pays, j'aime son paysage. J'aime tout ce que représente la France. Donc à partir de ce moment-là, ni une somme d'argent, ni quoi que ce soit pourrait me faire partir de la France. C'est les paysages, c'est aussi les gens, c'est l'état d'esprit. C'est un ensemble. Le français est un être complexe à tous les niveaux. On le sait, mais on l'aime, ce caractère français. Maintenant, pour ça que tu connais mon implication douce, mais en politique, pour parfois faire bouger des lignes, parce que voilà, on est un pays merveilleux. Beaucoup de gens qui l'ont quitté ont voulu revenir. Enfin, on le sait. Faut jamais partir pour des raisons financières. Je crois pas. Ceux qui partent à Dubaï, je leur souhaite beaucoup de courage. Voilà, j'ai rien contre Dubaï 2 jours, mais voilà, je pense que on a gagné notre vie en France, on travaille en France. Voilà. Alors, je te dis pas que je finirai peut-être pas parce que j'aime les lacs, les étendues et la montagne à Montreux à 70 ans. Pour l'instant, c'est pas mon projet de vie. Voilà. Je ne partirai pas trop loin de la France. Voilà. Tu verras la France depuis Montreux. Voilà. En tout cas, je ne partirai pas pour des raisons fiscales ou pour d'autres raisons. Voilà. J'aime mon pays et je considère qu'on doit investir dans le pays qu'on aime. Et en l'occurrence, c'est la France. Donc, je n'ai pas ouvert d'hôtel au Portugal. Je n'ai rien contre le Portugal. Il y a encore plein de zones à conquérir en France et qui méritent que des gens s'y attellent. Je me bats aussi pour la réindustrialisation. J'ai ouvert une marque qui fait quand même des fringues qui sont produites en France. Il faut être complètement barjot, qui commence à fonctionner, qui s'appelle CQFD. On a retrouvé des ateliers magnifiques en France qui travaillent avec des marques connues. CQFD c'est des articles de luxe, c'est des chemises qui pourraient être vendues dans les grandes marques de luxe comme Saint-Laurent. Voilà, et on fait des chemisiers, et on retourne voir des artisans qui ont des usines en France. Ils disent non, vous êtes fous. Et on y va. On a déjà vendu 300 pulls, 400 chemises. Il y a des gens, voilà, c'est ce que j'ai envie de rendre dans mon pays. Et je le fais profondément. Enfin, quand tu fais ça, on te dit tu vas perdre 3 millions, t'es fou allié.
Et non seulement on va essayer de s'en sortir, et en plus je suis persuadé que c'est avec ça prendra du temps et ça va marcher. Mais il faut que les pouvoirs publics nous aident. Je me bats beaucoup pour que... Il suffit pas de dire faut réindustrialiser, il faut nous aider. Alors après, l'Europe parfois nous complique un peu la tâche, mais il faut le faire. Alors, la vie est faite de rencontres. En fait, vous êtes 3 dans tes affaires. Et donc Xavier, toi, et aussi Olivier Goy, qui a été diagnostiqué il y a quelques années avec la maladie de Charcot. Alors, il y a un film formidable qui explique comment il a décidé de vivre et d'aimer malgré l'ultimatum qui lui a été lancé. Ce film, il s'appelle Invincible été. Quel sentiment cette épreuve de vie t'inspire vis-à-vis de toi, des relations humaines? Alors déjà, juste pour préciser, parce que Xavier Anthonioz et Olivier Goy sont mes 2 amis les plus proches, fondateurs d'un fonds qui s'appelle 1, 2, 3 IM, dont je suis l'heureux et fier actionnaire. Mais pour autant, voilà, chacun mène ses affaires de son côté, à part ça, juste pour préciser. Après, Olivier Goy est un frère d'amitié depuis de longue date, et il est évident que, voilà, rien que de t'en parler, c'est particulier. Voilà, c'est une maladie terrible, on la connaît, c'est pas la plus drôle. Je pense que c'est peut-être la pire de toutes les maladies, diagnostiquée à 47 ou 48 ans. Donc ça... Et avec lui, c'est une leçon de vie absolue. C'est qu'aujourd'hui, il est plus heureux que jamais. Il fait de son combat la cause de sa vie. Et voilà, j'insiste, j'invite tout le monde à comprendre, à essayer de regarder. Je ne sais pas si tu diffuses un lien, mais il y a un lien pour donner pour cette maladie, contre la maladie de Charcot. Donc voilà, c'est un sujet qui nous a tous, quand t'es touché par ça de manière très proche, avec un copain qui tu skis, tu fais du tennis, tu pars en vacances tous les ans, c'est beaucoup de choses qui évoluent et qui changent. On était au Japon, parce que son combat le mène même au Japon, où il va lever des fonds, l'accompagner. Voilà, tout devient différent et plus compliqué, mais c'est une leçon de vie incroyable que je ne souhaite à personne, mais qui pour moi est un enrichissement personnel très puissant. Oui, et même dans cette épreuve-là, il va chercher les moyens de financer la maladie, justement. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui ne s'arrête jamais. Un entrepreneur, il vit en entrepreneur, sa collecte de fonds. Je sais qu'il fait avancer un nombre de choses incroyables. Il a vu le président Macron sur le remboursement des chaises roulantes, qui sont un vrai sujet. Enfin, tant que tu n'es pas, en fait, tant que tu n'es pas handicapé, tu te rends pas compte. Alors lui a les moyens au moins de vivre ça de manière un tout petit peu moins complexe que d'autres, mais il se bat pour les autres et il le fait avec un courage et une exemplarité hors du commun. Vous avez fait un voyage en Antarctique récemment? On a fait un voyage en Antarctique il y a 2 ans. On a appris que c'était un des rêves de sa vie, et on l'a emmené en Antarctique. Quand on a appris la maladie, on peut voir Xavier, Cédric, le frère de Xavier, le beau-frère d'Olivier, Olivier et moi-même. On est partis tous les 4. 18 jours. Pour un mec qui part pas beaucoup en vacances, oui, c'est ça. Tu pars pas beaucoup en vacances. Particulier, mais ça a été un moment absolument incroyable. Et voilà, c'est un des grands souvenirs de ma vie. Alors Xavier Anthonioz est le 3e, qui t'a donné d'ailleurs le surnom le bébel des affaires. On y revient toujours. Et Xavier a une question pour toi. Bonjour Jean-Philippe. Tu es un entrepreneur pressé et engagé. Tu fais beaucoup de choses pour notre pays, en entreprenant, mais aussi en conseillant nos dirigeants. Mais si toi, tu étais aux commandes, quelles seraient tes priorités? Question facile. Ouais, question qui ressemble bien à Xavier. Alors, non, tu avais les manettes du pays. Je vais répondre autrement. Je suis engagé parce que ça m'intéresse, je crois que tu le sais. J'essaye très modestement... je l'ai pas mal fait pendant le Covid, d'essayer voilà, j'ai la chance de connaître personnellement Bruno Le Maire, c'est un secret pour personne, et c'est quelqu'un d'entier, et qui a toujours envie de comprendre. Donc, d'avoir déjà l'écoute et de faire passer des bons messages me paraît suffisant. Après, si j'étais aux commandes, je vais pas le dévoiler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui pourrait me plaire, clairement. Voilà, je pense que j'aurai des bonnes idées aussi pour mon pays. En tous les cas, si je peux accompagner déjà, comme je le fais aujourd'hui, des gens à amener 2-3 choses en plus positives, je le fais toujours avec bienveillance, bonhomie et en impliquant de mon temps. Mais voilà, et bon sens. Je voulais monter un parti politique, il le sait, il y a quelques temps, mais voilà, il y a des années, qui devait s'appeler le PBS. Alors le nom est un peu ringard, mais ça voulait dire le parti du bon sens. Je pense que nos hommes politiques manquent beaucoup souvent de bon sens. Nous, les entrepreneurs, on en a quand même pas mal. Ah, t'es obligé, sinon ça marche pas. Sinon, on n'est pas là. C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Séquence actualité, on voudrait parler de ton dernier projet en cours, Rebecca. Amoureux inconditionnel de la France et passionné de patrimoine que vous êtes, vous avez décidé d'investir massivement dans le secteur de l'hôtellerie et créé il y a 10 ans H8 Collection. Vous ciblez alors des sites de caractère, les rénovez, y ajoutent des bons restaurants, des spas, décrochez 4 ou 5 étoiles et multiplient par 5 ou par 10 le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, vous êtes présent à Chamonix, en Provence, en Bretagne, dans la Loire et en Normandie. Et votre dernier projet hôtelier verra le jour le 21 juin prochain.
avec une réouverture d'un hôtel de la French Riviera, le Macandille. Vous vous êtes associé avec la famille Clarin sur ce projet, un lieu de 4 ou 5 hectares. Vous avez fait travailler les entreprises et artisans de la région et l'hôtel emploiera 50 CDI de plus qu'avant. Objectif, faire un concept hôtel à la Beverly Hills Hotel, lifestyle, agréable, pour encore réveiller une belle endormie. Précis, bravo. C'est Tout quoi est un dit. Beverly Hills Hotel? Faut y aller. C'est un hôtel un peu qui s'appelle le Beverly Hills Hotel en Californie. En fait, c'est l'idée de pas faire. Je voulais pas faire un hôtel comme on peut le voir trop souvent dans le sud, c'est-à-dire du blanc et du lin. Je voulais faire un hôtel un peu coloré, un peu vivant, un peu festif, où s'allie autant le côté festif sur ce croquis, parce que Hugo Toro, que je salue, qui est un architecte hors du commun, franco-mexicain, qui nous fait ce projet. Voilà, il y aura cet espace qui sera un espace de piscine vivant, festif, familial et autres. Et il y aura un espace qu'on a vu tout à l'heure sur un croquis, qui sera un espace de un spa de 700 mètres carrés avec une piscine intérieure-extérieure, où là, on sera plus dans le calme. Je voulais créer un lieu de vie assez unique, assez magique en France. J'en ai vu des concepts comme ça. Le mot n'est pas celui que je préfère, mais j'aime bien le mot resort quand même, qui permet de comprendre qu'un père de famille avec ses enfants sera heureux, un couple sera heureux, un célibataire qui a envie de se reposer sera heureux. Voilà, donc c'est un projet pour lequel j'ai beaucoup d'ambition, qui m'a pris 2 ans et demi, qu'on est censé ouvrir le 21 juin 2024 et qui va, j'espère, faire partie des joyaux de notre beau patrimoine français. Bon, les amis, ils seront heureux aussi. C'est encore un hôtel Bien de sûr, copains. les amis auront une remise également, Frédéric. Ok, je note. C'est le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizella. Ok. C'est bon en marketing. Quizella, Eh oui, c'est pas mal. Quizella, c'est du marketing aussi. Donc la séquence Quizella, c'est quoi? C'est un quiz assez rapide. Je te pose des questions, il faut répondre rapidement. Ok. Ça va vite, c'est simple, hein, mais voir. il faut être réactif. Alors, c'est parti, t'es prêt? Ready. Top chrono. Ton hôtel préféré? Chamonix, Mont-Blanc. Tu n'aimes pas prendre des vacances, mais si tu es obligé, tu pars où? Chamonix, Mont-Blanc. Toujours. C'est simple. C'est facile, c'est gratuit. Facile. Si tu devais résumer l'esprit français en un mot, attention. L'esprit français en un mot, résilience, La qualité la plus importante chez tes collaborateurs. l'honnêteté, Le secret de ta bonne humeur. l'optimisme, Ta potion magique à toi. le travail. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit. Comme Superman. J'avais compris, j'ai déjà vu Superman. Ce qui m'affaiblit, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? La même chose. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Jean-Philippe de 14 ans? Ce que j'aimerais lui dire, c'est en fait ce que ma mère me dit tous les ans à Noël en me faisant un petit mot, elle a 87 ans, ma maman d'amour, de m'écrire chaque année, t'es exactement là où tu voulais être. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Je sais pas, le prochain, l'ouverture de mon prochain hôtel. Le prochain, toujours. Non, mais bien sûr, je veux pas. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? T'en fais partie. C'est les gens qui se réveillent avec l'envie de faire bouger les choses. C'est pas plus compliqué que ça d'être un pionnier. C'est juste de se bouger et de regarder devant. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette planète regardaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? S'ils étaient français, je leur dirais, si un jour je m'engage en politique, votez pour moi. C'est pas con, non? Non, c'est vrai, c'est une bonne manière. Il faut profiter de la tribune. tout, tout de suite. n'importe quoi. Ça se commence, ça se prépare tôt. Hein. Bien sûr. Alors, on se quitte sur cette chanson que tu as choisie, que tu as sélectionnée, de Guns N' Roses, Live and Let Die. Pourquoi? Parce que t'as tout dans le titre. Voilà. Faut vivre et laisser mourir les choses dont on n'a plus besoin, les mauvais souvenirs, tout. C'est un hymne à la vie. Et j'adorais Guns N' Roses quand j'étais petit et j'aime toujours aujourd'hui. Mais je trouve que le titre de cette chanson qui vient des Beatles, Live and Let Die, est assez clair, est une bonne leçon de vie. Vivre et laisser mourir. James Bond. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci à toi, de nous Frédéric. avoir partagé ton esprit pionnier, tes apprentissages, tes émotions.